Alors, on sait que c'est l'une des raisons qui a conduit à son élection, traumatisé par près de 20% d'inflation sous le mandat de Joe Biden, d'ailleurs que Donald Trump qualifiait de Bidenflation. Les Américains, ils ont reçu 5 sur 5, ça on l'a compris au vu des résultats, cette promesse de Donald Trump de terrasser la hausse des prix. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Donc les Américains attendent de Trump qu'il éradique l'inflation, sauf qu'elle est déjà revenue, j'ai envie de dire, à la normale. Les prix n'ont pas retrouvé évidemment leur niveau d'avant-fièvre inflationniste, donc la bosse de 20%, tout le monde, les Américains, se la sont mangés. Mais aujourd'hui, l'inflation, elle est revenue à 2,1%, donc il n'y a plus besoin de la terrasser, sauf à faire baisser les prix, mais ça c'est notre histoire. Bah, effectivement, d'abord un bilan Biden, il ferait rêver n'importe quel dirigeant européen. Hein. On a 4-3-2. 4-3-2, c'est un score de foot? Non, non. Une organisation d'équipe de foot, non. 4% de chômage, 3% de croissance, 2% d'inflation, quand vous arrondissez les chiffres. Ouais. C'est même terrible de perdre une élection avec ce score, mais l'inflation, comme vous le disiez, a joué un rôle absolument essentiel. Et c'est pour cette raison que Trump n'a cessé de dire pendant sa campagne I will end inflation, hein, je vais mettre fin à l'inflation. Et s'il l'a dit, c'est parce que ce que les Américains ont en tête, c'est pas le 2% qui s'est passé là depuis un an, c'est toutes les hausses, vous évoquiez, hein, les 20%. Ouais. Ça a été vécu vraiment comme un traumatisme, ça, par les Américains. Ça a été vécu comme un traumatisme. Je pense qu'on sous-estime aussi le traumatisme qu'on a en Europe. Pourquoi ça a été vécu comme un traumatisme? D'abord, ça fait 40 ans qu'on n'avait pas eu une inflation pareille. Et ceux qui ont vécu l'inflation des années 70, hein, donc ceux qui ont 60 ou 70 ans, ceux-là, ils étaient habitués à l'inflation, parce que depuis tout petit, ils connaissaient l'inflation. L'inflation, elle a commencé à accélérer aux États-Unis à partir du milieu des années 60. Hein. On a eu la guerre du Vietnam, on a eu des prix qui ont culminé à 6% en 1970, à plus de 12% en 1974 et à près de 15% en 1980. Donc l'inflation, elle était dans le paysage. Mais les salaires suivaient. Et les salaires suivaient. Là, pendant la décennie qui a précédé l'année du Covid, hein, puisque le mouvement des prix commence à repartir à ce moment-là, on avait à peine plus de 1% d'inflation. Donc les gens ont perdu complètement l'idée de ce que c'était qu'une hausse des prix. Et donc quand elle arrive et que cette inflation est forte, c'est un choc qui est absolument redoutable. Et en plus, je pense qu'il y a quelque chose qui est différent des deux côtés de l'Atlantique, c'est que les Américains, ils ont un espèce de nominalisme des prix. Ils sont très attachés aux prix tels qu'on les exprime en dollars. Alors, bon, il y a un prix, par exemple, il vient juste en moyenne nationale de repasser en dessous des $3, mais c'est celui du gallon, d'essence. Ouais. Un gallon, c'est plusieurs litres. Hein, voilà, c'est 4,26, quelque chose comme ça. Et donc, c'est repassé en dessous des $3. Mais quand Trump a été battu, donc en 2020. En 2020, le gallon, il était à $2. Ah. Et donc, voilà. Donc, il y a d'où le drill, baby drill. Oui, évidemment. Et donc, voilà, ce prix-là, pour les Américains, le prix de l'essence, c'est encore plus important que pour nous, parce que ils sont plus dépendants de la voiture que ne le sont les Européens, parce qu'ils ont des grands espaces et qu'il faut rouler pour aller de la maison au boulot ou au supermarché. Et il y a d'autres signes comme ça. Il y a plein de magasins. Il y a une chaîne qui s'appelle Dollar Général, qui vend, sa promesse, c'est des produits à $1. Et il y a 18 000 magasins aux États-Unis de cette chaîne. Ça veut dire que les Américains, ils ont un attachement vraiment profond au prix en quelques dollars, qui sont les prix de quotidien. Et que la plupart de ces prix-là, en particulier dans l'alimentation, ce sont envolés. Le McDo. Le McDo, mais si vous regardez la viande, les œufs, tous ces produits valent 20, 30, 40% plus cher qu'il y a 4 ans. Et donc pour les Américains, ils ont l'impression vraiment que c'est insupportable. Est-ce que Trump, lui aussi, a contribué à lancer ce mouvement d'inflation en 2020 ? Je me rappelle quand même qu'il a un peu ouvert les vannes budgétaires en envoyant des chèques aussi aux Américains. Moi je trouve que c'est un peu paradoxal qu'il ait fait campagne sur ce thème-là. En même temps, sur un plan politique, ça se comprend tout à fait. Ouais. Mais effectivement, le mouvement, il part en 2020 avec les pénuries du Covid, les difficultés de produire des entreprises et une demande qui reste soutenue. Et pourquoi la demande reste soutenue ? Parce que
l'administration Trump, visant notamment les élections, s'est dit « oulala, les Américains ne peuvent pas aller travailler, ils vont manquer d'argent, on va leur faire des chèques ». Et donc il y a eu des chèques qui ont été envoyés à des dizaines de millions d'Américains, ça a soutenu la demande. Et quand vous envoyez des chèques à des gens pour acheter des choses alors qu'on n'arrive pas à les produire, ben, qu'est-ce que ça fait? Mécaniquement, ça fait monter les prix. Donc à l'origine de l'envolée de l'inflation aux États-Unis, qui était plus forte que dans nombre de pays européens, il y a une politique de soutien de la demande qui a été très forte et qui a été voulue par Trump. Alors, n'exagérons pas, hein, il n'a pas été le seul. Joe Biden a continué, quand il est arrivé à la Maison Blanche, a continué exactement dans la même, dans la même lignée. Ouais. Il a fait cette... Quelle promesse il a faite, Donald Trump? Il a promesse de baisser l'inflation, ou quand il terrassait l'inflation, c'est de la faire venir à 1 ou 2%, de faire baisser, je ne sais pas moi, les prix de l'essence, parce qu'il se dit que l'administration Trump pourrait vouloir 3 millions de barils en plus forés par les États-Unis pour faire baisser les prix, et donc les cours, et donc baisser les prix à la station essence. Oui, c'est ce qu'il a promis, au moins de manière subliminale, et effectivement sur le cas de l'essence, ça dépasse le subliminal, c'est je vais faire redescendre le niveau des prix. C'est même pas l'inflation, c'est le niveau des prix. Il n'a pas parlé de déflation. L'essence. Oui, mais l'idée, le message qu'il a fait passer, c'est qu'avec moi, les prix vont retrouver leur niveau normal, leur niveau d'avant. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Je vous rappelle que le premier grand blocage général des prix, ça a été en France pendant la Révolution française, en 1793. Hein, ça s'appelait le grand maximum, et le gouvernement, enfin les pouvoirs publics de l'époque, c'était pas un gouvernement constitué comme il est aujourd'hui, les pouvoirs publics de l'époque avaient dit les prix doivent revenir au niveau de 1789-1790. Donc c'est pas une idée nouvelle, mais Trump l'a fait effectivement miroiter auprès des Américains, avec notamment l'exemple du pétrole, hein, où effectivement son drill, baby drill, il faut forer un maximum pour sortir du pétrole, pour sortir aussi du gaz. Le gaz vaut aujourd'hui pratiquement 10 fois moins cher aux États-Unis qu'en Europe, et ça pourrait continuer. Et si jamais il y a des petites tensions, je pense que Donald Trump n'hésitera pas à agir sur une infrastructure absolument clé pour l'exportation de pétrole, hein, qui sont les ports. Et si on bloque les ports, si on donne des instructions pour que les terminaux de liquéfaction du gaz ne fonctionnent pas ou fonctionnent à un rythme plus modéré, à ce moment-là, les États-Unis ne pourront moins exporter de gaz, ce qui aura le double avantage pour les Américains d'embêter l'Europe, ce qui est clairement un objectif de Donald Trump, et de faire encore plus pression sur les prix du gaz aux États-Unis. Bon, et donc on se dit quoi? Non mais ça va. Donc on se dit au final quoi sur cette promesse de faire baisser les prix? Selon vous, au contraire, tout dans son programme milite, plaide non pas pour une baisse des prix, non pas pour une stabilité des prix, mais pour une réaccélération des prix? Il y a 3 points qui fait espérer à Donald Trump une baisse des prix. Premièrement, c'est le drill, baby drill. Le deuxième, c'est la baisse d'impôts sur les entreprises qui va leur permettre de modérer les prix. Et le troisième, c'est la déréglementation. On va mettre moins de bâtons dans les roues des entreprises, donc elles pourront produire moins cher. Donc ça peut marcher tout ça, c'est un bon cocktail. Ça peut marcher, mais alors premièrement, c'est des choses qui agiront à long terme. Ça peut avoir, quand vous baissez l'impôt sur les entreprises, ça ne se retrouve pas forcément sur les prix à la consommation. On a plein d'exemples qui le montrent. Et puis surtout, les promesses les plus fortes de Donald Trump, celles qu'il a promis de mettre en œuvre dès le premier jour. Hein, je serai dictateur le premier jour. Et ces promesses-là, il y en a 2 principales. Et ces 2-là vont avoir un effet extrêmement fort sur l'inflation. La première, c'est l'immigration. Hein, donc il veut mettre fin à l'immigration, et il veut même renvoyer des immigrés dans leur pays d'origine. Je rappelle que depuis 2 ans, l'accroissement de la main-d'œuvre immigrée, c'est l'accroissement de l'emploi aux États-Unis. Et donc, ça a eu un effet évidemment tout à fait important. Ça a permis de maîtriser les prix. Cette arrivée massive d'immigrés, les salaires, oui. Et donc les prix. Il y a 3 millions d'immigrés qui sont arrivés aux États-Unis l'an dernier, c'est un record absolu, et donc ça permet effectivement de tenir les salaires, mais ça a eu un effet politique qui a profité à Donald Trump, c'est que ça a tenu les salaires des immigrés, mais ça a tenu aussi les salaires des gens peu qualifiés qui ont massivement voté pour Trump. Mais donc si on arrête l'immigration, aux États-Unis, si on renvoie
des immigrés hors du pays, ça va faire une tension sur les salaires extrêmement On peut quantifier d'ores et déjà ou c'est... Il y a eu plusieurs quantifications, et donc c'est... selon les quantifications, c'est 0,5% d'inflation dès l'an prochain, voire 1%, voire 1,5%. Ça peut rien que l'immigration. Mais il n'y a pas que l'immigration. Oui. La deuxième mesure très forte, c'est les droits de douane. Hausse des droits de douane Voilà. sur, alors c'est 10 à 20% sur tout ce qui rentre aux États-Unis. Oui. Et 60% sur les produits chinois et 200% Exactement. sur les voitures électriques Je chinoises. murmure que Marco Rubio serait le secrétaire d'État à la diplomatie américaine. Donc, alors il faut rappeler, parce que les Américains sont en train de le découvrir, mais la hausse des droits de douane, les droits de douane, ce n'est pas payé par le pays qui exporte, c'est payé par le pays qui importe et par ses consommateurs. Si vous augmentez, si la France ou l'Europe augmentait les droits de douane sur les voitures électriques chinoises, ce qui n'est pas seulement une hypothèse, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les voitures chinoises vont être plus chères en Europe. Si Donald Trump augmente massivement les droits de douane... Sauf si le constructeur chinois prend sur sa marge. Quand vous mettez 200% de droits de douane, c'est tout de même difficile de prendre ça sur sa marge. Non, ça va se traduire. Alors, il y a la question de savoir jusqu'à quel point les importateurs vont répercuter ces droits de douane. Mais si vous avez une hausse de l'ampleur de celle qui est prévue, ça va fatalement se traduire aussi par des poussées des prix extrêmement fortes. Donc, les deux mesures phares, celles que Donald Trump peut prendre sans avoir l'accord du Congrès, et ceux qui veulent prendre les plus vite, elles ont déjà... Par décret, il peut les prendre par décret sans passer par le Congrès? Oui, c'est des choses qui peuvent, au moins dans un premier temps, il peut le faire sans passer par... Combien d'inflation en plus sur les droits de douane? Et puis ensuite, ça, tout dépend du calendrier, etc. Ouais. Et c'est pas tout. Et ça, c'est uniquement ce qu'il peut faire sans passer par le Congrès. Mais il y a aussi des mesures où il peut passer par le Congrès. À savoir? Sur le plan budgétaire, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut baisser les impôts pour les entreprises, on en a déjà parlé, mais aussi pour les ménages, notamment pour les familles qui viennent d'accueillir un nouvel enfant. Il entend aussi défiscaliser certaines prestations sociales, faire que certaines prestations sociales échappent au calcul du revenu imposable. Et donc, tout ça va faire... Une impulsion budgétaire qui va être extrêmement forte, tout ça mis bout à bout. Qui va soutenir la demande. Et donc, il va potentiellement, si ça soutient la demande, créer de l'inflation aussi. Si on met tout ça, Jean-Marc, bout à bout... Et ce n'est pas fini. D'accord, ce n'est pas fini parce que, normalement, quand il se passe ça, la Réserve fédérale des États-Unis dit non, attention, on monte les taux d'intérêt, c'est pas sérieux. Si ce n'est que Donald Trump entend aussi mettre son grain de sel sur la politique, non seulement dans la politique budgétaire avec une impulsion très forte, mais aussi sur la politique monétaire. Et une parole extraordinaire, il a dit « j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai plus de bon sens que les gens de la Fed ». Et donc il faut que le président puisse dire son mot. Alors actuellement, juridiquement, c'est impossible. Mais on n'est pas aux États-Unis comme en Europe. Aux États-Unis, il y a toujours une proposition de loi qui traîne au Congrès pour mettre fin à l'indépendance de la Banque centrale américaine. Si les choses se tendent, je n'exclus pas qu'on aille jusqu'à cette hypothèse-là. Et les collaborateurs de Donald Trump regardent par ailleurs comment ils pourraient évincer, ce qui pose des problèmes juridiques aussi, mais ils sont en train de le regarder et ils pourraient avoir l'appui de la Cour suprême, comment évincer le président de la Réserve fédérale qui, lui, dit en public et plus encore en privé, je ne céderai pas et je ferai ce qu'il faudra pour empêcher la hausse des prix. Mais Donald Trump, lui, il n'a pas le même avis. Et cette pression fonctionne. Dernière chose, tout ça, ça se retrouvera sur le dollar. Si les taux d'intérêt n'augmentent pas pour empêcher la hausse des prix, les investisseurs en dollars vont vendre leurs billets verts. Et Donald Trump a aussi dit qu'il voulait un dollar faible. Et un dollar faible, avec plus d'inflation. Ça augmente aussi les prix de l'importation. C'est incroyable. On a politique... Et tout ça mis bout à bout. Voilà. Si on met tout bout à bout, tout ce qu'on a dit, qui sont sources, encore une fois, d'inflation, tous ces éléments, de toutes ces politiques économiques, ça nous met nous en termes d'inflation aux États-Unis? C'est totalement imprévisible parce qu'il y a des combinaisons d'effets, donc c'est extrêmement difficile.
Déjà, juste les droits de douane ou juste l'immigration difficile à prévoir, l'intégration de l'ensemble, c'est quelque chose. Mais ça peut être une bouffée d'inflation au moins aussi forte que ce qu'ont connu les États-Unis en 2022. Je rappelle, les prix ont culminé à 9%. Ouais. La hausse des prix a culminé à 9% sur un an. Et donc, au final, parce que mais il dit qu'il veut faire baisser l'inflation, enfin faire baisser les prix. Au final, tout concourt dans sa politique, les faire monter, donc il deviendra impopulaire, et donc ça va polluer son mandat. Il ne s'en rend pas compte. Je pense qu'il ne regarde pas cet horizon-là. Je pense que lui-même, personnellement, il est intimement convaincu qu'il va faire baisser l'inflation, mais quand on prendrait un peu de recul, s'il fait l'ensemble des mesures qu'il a dit, voilà, à ce moment-là, je ne vois pas comment on évitera une forte vague d'inflation qui effectivement aura le même effet que la vague d'inflation a eu sur les démocrates. Je pense vraiment que l'inflation forte aux États-Unis de ces 4 dernières années a joué un rôle tout à fait majeur dans la défaite de Kamala Harris. Et je pense que si Donald Trump et son administration parviennent à faire augmenter très fortement les prix, comme ce qui paraît être le plus probable si l'ensemble des mesures est adopté, à ce moment-là, on verra l'effet sans doute dès les midterms, les élections qui sont dans 2 ans aux États-Unis, qui concernent notamment la Chambre des représentants et la partie des sénateurs. On n'est pas là, mais ça va secouer d'ici là, ça va swinguer. Oui, parce que imaginez en plus l'effet d'une forte vague d'inflation aux États-Unis sur les marchés financiers. C'est-à-dire que ça va vraiment tanguer très très fort, surtout si la Fed n'est pas en mesure de tenir le jeu. Ouais, la Fed qui ne veut pas être aux ordres, et la Fed, comment elle va réagir, effectivement, est-ce qu'elle augmentera ses taux, est-ce qu'elle les baissera ou elle ne les montera plus, ne les montrera pas comme ce que souhaite Trump. C'est vrai qu'on va vers une guérilla, une bataille entre les deux, quoi. Oui, une bataille qui pourrait devenir, encore une fois, juridique, avec un changement du statut. Beaucoup plus difficile en Europe. En Europe, pour changer le statut de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, il faut faire revoter, il faudrait que les 27 pays donnent leur accord, que ça soit ratifié par les parlements des 27 pays. Voilà. C'est un processus pratiquement inimaginable. Aux États-Unis, ça peut se faire en quelques mois, voire quelques semaines. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.